Avez-vous résisté au charme des aspirants à la chefferie du Parti libéral du Canada qui étaient en opération séduction au Québec? Oui, bien, je suis payée pour résister au charme, alors j'avoue que ça n'a pas été trop difficile quand même. Alors, on a vu Euh, Mme Freeland à Tout le monde en parle et plus tôt dans la journée, M. Carney nourrir des vaches à Saint-Tite. oui, mais nourrir des vaches à Saint-Tite, il y avait un message politique réel derrière le soin des vaches. Pas seulement pour montrer que M. Carney est confortable sur le plancher des vaches, mais aussi pour parler de la gestion de l'offre. Oui, bien Parce sûr. que vous vous souvenez qu'il y a, dans une autre vie, il y avait un enjeu au Parlement fédéral l'automne dernier sur un projet de loi qui était rendu au Sénat avec l'appui de tous les partis pour dire le Canada ne mettra jamais la gestion de l'offre sur la table d'une négociation multilatérale à l'avenir. Et ça n'a jamais été voté au Sénat parce qu'il y avait de l'opposition au Sénat, mais on ne s'est jamais rendu. Le Parlement a été prorogé. Tout ça pour dire que M. Carney ne voulait pas laisser passer l'occasion de dire, et il y a beaucoup d'inquiétudes en passant chez les producteurs laitiers et autres au sujet de la gestion de l'offre à cause de cette intention, pas encore officielle, mais qu'on pressent de Donald Trump de vouloir renégocier le traité canado-américain-mexicain de libre-échange. Et donc, c'est toujours un enjeu dans ce genre de discussion-là. Donc, il est allé avec François-Philippe Champagne. C'est ça. Rassuré, il s'est promené aussi dans un foyer pour personnes âgées. Mettons que c'était un tour de piste qui avait une saveur plus électorale que course au leadership. C'était un peu comme une espèce de pratique. Là. Il faut qu'on l'habitue à ce rythme. Et qui d'autre que François-Philippe Champagne Le lapin énergisant. Oui, pour faire courir Mark Carney derrière lui et lui dire « Vas-y, je suis ton entraîneur électoral. » Ce n'est pas une mauvaise stratégie de communication, d'autant plus qu'on sait qu'il a quand même, en tout cas, c'est ce qui a été observé, quelques difficultés en français. Donc, d'être accompagné, et plus, pas une mauvaise idée. Plus il va parler français, mieux ça va être. Donc, à ce niveau-là, c'était aussi une bonne chose pour lui. En même temps, Mme Freeland, qui allait à Tout le monde en parle, et qui a expliqué un peu pourquoi elle est convaincue qu'elle est la meilleure personne pour affronter Donald Trump. Le problème de Chrystia Freeland, quelque part, c'est sa proximité qui a duré longtemps avec Justin Trudeau, et c'est une hypothèque qu'elle ne réussit pas à lever complètement, et c'était le cas, tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que, évidemment, elle s'est fait questionner sur sa démission, et l'explication de sa démission, c'est qu'il y avait longtemps qu'elle n'était pas en accord avec le gouvernement Trudeau sur des dépenses comme, vous savez, le fameux 250 $ qui avait été annoncé en même temps que le congé de TPS, et que tout le monde devait recevoir d'ici le mois d'avril, qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Le problème de cette explication, c'est que Mme Freeland a démissionné quand elle a su qu'elle allait perdre son poste de ministre et pas quand on a annoncé ce fameux congé de TPS et ses chèques à venir de 250 $. On a tous vu des images de Justin Trudeau et de Chrystia Freeland dans des épiceries qui vantaient ces mesures-là. Alors, ça enlève un peu de crédibilité. C'est comme si vous me dites on veut plus de vous dans 2 mois, et là, je disais, par principe, je quitte cette émission. Ben oui. Ça serait... Facile à dire une fois que les carottes sont cuites. Mettons que mes principes me seraient venus un petit peu sur le tard. Madame Freeland, dont le problème au niveau des appuis, devient de plus en plus manifeste. C'est-à-dire qu'encore en fin de semaine, on a vu des ministres se prononcer essentiellement pour Mark Carney. Là, c'est presque du 2 pour 1 au sein du Conseil des ministres. Vendredi, elle a expliqué qu'elle se présentait contre l'establishment du parti. Bon, c'est pas évident ça non plus pour quelqu'un qui a été ministre des Finances et vice-première ministre au sein de ce même gouvernement et de ce même parti. Oui, un très haut depuis gradé du gouvernement. Là. Alors, ça, c'est la table qui est mise au Québec. Quand même, Bon, d'abord, on s'entend, au Québec, ça va être clairement une course à 2. Il n'y a pas de place pour Mme Gould dans le peloton de tête au Québec. Elle n'est vraiment pas connue. Et ça se passe vraiment sur le sujet de la relation canado-américaine. Alors, ce sera l'un ou l'autre, et sans doute les deux, parce qu'ils ont tous les deux promis officiellement de se présenter aux prochaines élections sans égard aux résultats. Donc, il y aura un tandem Carney-Freeland, en quelque sorte, quel que soit le résultat de cette course. Et ça fait l'affaire des libéraux qui se disent, quand même, on a 2 personnes qui peuvent se revendiquer un passé et un bagage qui leur permettrait de gérer la relation canado-américaine. En même temps,
Et là, la semaine dernière, on ne vous en a pas parlé, personne, et le sondeur d'Écosse, qui s'appelle Frank Graves, qui était partout sur les médias sociaux à dire « Moi, là, je vois un gros mouvement d'opinion, un revirement de situation en faveur des libéraux, c'est-à-dire que l'écart se resserre et se resserre plus je sonde. » Et la prudence, avec raison, commandait de dire « Ouais, OK, peut-être, mais à un moment donné, si c'est le cas, on va le voir ailleurs. » Alors, aujourd'hui, sondage Main Street, seulement en Ontario, 936 répondants. Pourquoi seulement en Ontario? Parce que Main Street sondait aussi sur les élections qui sont sur le point d'être déclenchées. On pose la question, pour qui voteriez-vous au niveau fédéral? Et pour la première fois depuis des lunes, les libéraux finissent en avance des conservateurs au fédéral. Mais là, en avance, je le dis très vite parce que c'est 40 39 mais dans la marge d'erreur. Alors, mettons qu'ils sont à égalité. Mais pour ce sondeur, de sondage à sondage, c'est-à-dire en vertu de son dernier sondage, qui remonte quand même, c'est quand même 11 points de plus pour les libéraux et 8 points de moins pour les conservateurs. Ce qui suggère, là, il y a 2 sondages, qu'il y a effectivement un mouvement d'opinion dans la foulée du départ de Justin Trudeau, pas tant relié à son départ que relié à cette course entre Mme Freeland et M. Carney, qui ont tous les deux, même s'ils ont des racines dans l'Ouest et en Alberta, qui ont tous les deux des racines très fortes en Ontario et qui parlent le langage du sujet qui préoccupe le plus les électeurs dans le moment en Ontario. Le langage de l'argent. Oui, et celui qui risque de se perdre dans le cas de l'Ontario avec ces histoires de tarifs. Tout ça pour vous dire qu'il faut être prudent pour 2 raisons. D'abord, ça se peut que 2 sondeurs se plantent totalement. Ça me semble plus douteux que quand c'était un seul. Mais aussi, pour avoir couvert des fins de règne à 2 reprises, Brian Mulroney et Pierre Trudeau, je peux vous dire que dans un premier temps, John Turner et Kim Campbell ont fait remonter le parti au sommet dans les intentions de vote. Et le jour du vote, on s'en rappelle, ça a été moins dramatique pour les libéraux que pour Mme Campbell et les conservateurs, mais le gâteau s'est écrasé complètement et il n'est pas resté grand-chose des beaux chiffres de la course au leadership et de l'après-leadership. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est un changement de paradigme et il est clair que la nouvelle question de l'urne avantage beaucoup plus les libéraux que l'ancienne, qui était le bilan de Justin Trudeau. C'est tellement gros, cette histoire de Donald Trump, que c'est en train d'éclipser tous les autres débats sur on va fermer la CBC, on va se débarrasser de la taxe carbone qui va disparaître de toute façon, etc. Assez intéressant. J'imagine qu'on commence à s'inquiéter un peu dans les coulisses du Parti conservateur. J'ai écouté M. Poilievre faire une entrevue à CTV où il parlait de ce qu'il ferait, lui, si il était premier ministre avec les tarifs et que les tarifs se matérialisaient. Et le problème, c'est pas qu'il disait des choses qui étaient farfelues. Le problème, c'est qu'il dit pas des choses qui lui permettent de se distinguer vraiment des libéraux. Parce que il n'y a pas 50 façons de gérer cette question de tarifs. Et donc, il ne peut pas dire « moi, je ferais blanc, puis eux, ils feraient noir ». Et il ne peut pas dire « ils font noir et ils sont complètement dans le champ » parce que le gouvernement libéral avance quand même jusqu'à un certain point avec les provinces. Quand on a bâti tout son capital politique en étant contre l'autre, là, ça devient difficile, là, effectivement, quand il manque là, d'avenues pour s'opposer. Sinon, un petit mot rapide là, sur les élections provinciales en Ontario. Ça va être annoncé mercredi? Ça va être annoncé mercredi. Je vous rappellerai que les 2 derniers que moi j'ai couverts qui avaient décidé de faire des élections hâtives sans grande raison, parce que M. Ford est très majoritaire. Justin Trudeau, la dernière fois, qui n'a jamais été capable d'expliquer pourquoi ça lui prenait un nouveau mandat. On sait comment ça a fini. La question a collé tout le long de la campagne électorale. Et en 1990, David Peterson, en avance à 50 %, décide en plein été qu'il fait une campagne électorale. Personne ne sait trop pourquoi. Et à la fin de la campagne, Bob Rae et le NPD sont au pouvoir. Chantal, à demain. Au revoir.